Je vais vous présenter comment bien gérer son installation sur toutes les étapes de fonctionnement. Cette présentation se déroulera en 3 parties. Une première partie où on va analyser le process et on va surtout l'illustrer de nombreux exemples pour justement réduire la dangerosité et éventuellement le classement de zone. Une deuxième partie où on va traiter tout ce qui est maintenance des équipements et des locaux. Et enfin, une toute dernière partie sur la pérennité des mesures de sécurité. Donc dans cette première partie, pour bien gérer son installation, la première étape, c'est de décrire et formaliser le plus précisément possible son process. Donc on doit décrire les flux de matière, le process, les paramètres de fonctionnement, les paramètres de sécurité. Et donc un bon exemple pour y arriver, donc je l'ai décrit sur cette diapo. Et ça, on le fait quand on sait qu'on a un risque ATEX ? On le fait quand on sait qu'on a un risque ATEX, tout à fait. D'accord. Donc on peut faire ce type de schéma PID, Piping Instrumentation Diagram, où on voit les différentes étapes du procédé, on voit les paramètres de fonctionnement, température, pression, on voit également les paramètres de sécurité, les évents, les disques de rupture. Et voilà, enfin, on a tous les paramètres qui sont synthétisés et on sait que le process est décrit de façon précise. Première étape. Ensuite, la deuxième étape pour bien gérer son procédé, c'est de bien analyser ses substances. Donc, si le procédé utilise des substances dangereuses, il est important de s'interroger sur la possibilité de réduire ce risque de danger par ces substances. Donc il y a différents moyens qui existent. Par exemple, si le procédé génère des poussières, ces poussières, on dit généralement que quand elles sont inférieures à 500 microns et qu'en plus elles sont combustibles, on a un risque ATEX important. Et bien, une solution relativement simple, c'est de compacter ces poussières sous forme de pellets. Et là, on réduit considérablement, voire on supprime le risque d'ATEX. Autre exemple. Alors, si on supprime le risque d'ATEX, d'un seul coup on supprime, donc il n'y a même plus besoin de zonage, il n'y a même plus besoin d'avoir du matériel étiqueté ATEX, etc. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, ça peut valoir le coup, là, pour le coup. Ça vaut le coup de se poser la question, en tout cas. C'est sûr. Donc ça, on a vu un exemple pour des poussières. On a la même chose pour des liquides inflammables. Si on utilise des solvants, on peut essayer de rechercher un solvant avec les mêmes propriétés, mais dont le point éclair est supérieur à la température ambiante. Parce que dans ces conditions-là, ce solvant n'émettra pas de vapeur. S'il n'émet pas de vapeur, il n'y a pas d'ATEX. Voilà. Donc c'est une recherche qui doit se faire en permanence. Tous les ans, il y a des nouveaux solvants et on essaie de challenger pour retrouver quelque chose qui ne génère pas d'ATEX. Voilà. On peut aussi jouer sur la concentration de la substance. Voilà, ça va jouer sur l'explosivité. Autre solution, si on n'arrive pas à changer de substance, qu'elles sont toujours dangereuses, on peut travailler sur l'inertage du process. L'inertage, c'est on réduit la concentration en oxygène. Donc si on a la substance dangereuse mais qu'on n'a pas suffisamment d'oxygène, on n'a pas d'ATEX. Bon, il y a différentes technologies qui existent. On a de l'inertage à l'azote, au dioxyde de carbone et autres. Pour bien gérer son process, on travaille également sur l'étanchéité des équipements. Donc on a une substance dangereuse et si le process n'est pas suffisamment étanche, il va y avoir des dégagements de ces substances dangereuses qui vont se mélanger avec l'air et créer des ATEX. Des exemples simples, si on a un process qui génère des poussières, si on a des transports à bande, le plus simple, c'est tout simplement de mettre un capotage au-dessus du transport en bande qui va éviter de disperser de la poussière partout dans l'environnement et créer des atmosphères explosives. Autre exemple pour des canalisations gaz, on a vu ce matin que quand on a des raccords vissés, on peut potentiellement avoir des dysfonctionnements prévisibles, donc des fuites à ces raccords. Solution simple, c'est de les souder. Une fois que vous avez une bonne soudure sur le raccord, vous n'avez plus de risque de fuite et donc plus de risque de création de zone ATEX. Sur un GRV grand récipient vrac, dans lequel on a des liquides inflammables, souvent on a une vanne pour fermer en bas. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un bouchon après la vanne. Comme ça, s'il y a une fuite au niveau de la vanne, du fait du vieillissement, de la corrosion ou autre, le bouchon peut faire barrage.
Je voudrais juste ajouter 2 points de vigilance lors de la conception de l'installation. Bien choisir les matériaux pour qu'ils soient résistants aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques, pour que ça puisse durer dans le temps, qu'il n'y ait pas de défaut d'étanchéité. Et quand on installe une nouvelle installation, bien vérifier l'étanchéité. Avec des gaz, on peut faire circuler des fluides ou des gaz spécifiques pour bien visualiser s'il y a des fuites ou pas. Ensuite, on a travaillé sur l'étanchéité, mais on doit aussi travailler sur la prévention des défauts d'étanchéité. C'est inhérent aux installations. Les installations, elles vieillissent, elles bougent. Et donc, on doit travailler sur ce sujet. Alors, par exemple, pour des poussières, on peut avoir un système de centralisation du dépoussiérage pour retirer l'empoussièrement un petit peu partout. Pour des liquides inflammables, notre GRV, dans lequel on avait des liquides inflammables, on peut le mettre sur un bac de rétention. Il fait qu'en cas de fuite, on va collecter ces fuites et on va éviter un grand épandage et donc des vapeurs et de la création d'ATEX. Pour les gaz vapeurs, on recommande généralement, quand on utilise des bouteilles de gaz, de les stocker plutôt à l'extérieur. Si on les stocke à l'extérieur, en cas de fuite, ça va se diluer assez rapidement avec de l'air et générer de petites ATEX. Alors que si on les met à l'intérieur, on a un risque d'accumulation de gaz. Et donc là, on va devoir travailler sur une ventilation pour retirer ces gaz. Pour bien gérer son process, on doit éviter les sources d'inflammation. Naturellement, à l'intérieur de la zone ATEX, on doit utiliser du matériel certifié ATEX, on en a déjà parlé. Quand dans la zone, on utilise des matériels plastiques, on doit s'assurer qu'ils soient antistatiques ou dissipateurs de charge pour éviter les décharges électrostatiques. Il y a eu toute une présentation ce matin sur ce sujet. Par exemple, si on a des tubes plastiques avec des flux de matière à l'intérieur, bien prendre des tubes qui sont antistatiques. Les EPI, on l'a vu ce matin, le revêtement de sol aussi, et les big bags. Si on a des éléments de procédé métalliques dans notre process, bien s'assurer qu'ils soient tous reliés à la terre. Soit ils sont tous reliés à la terre, soit on met des nattes de continuité électrique entre chacun pour éviter les décharges électriques. Et enfin, on évite les points chauds. Donc, par exemple, si on a des moteurs, on sait que le risque quand on a un moteur, c'est qu'il y ait un bourrage et que le moteur chauffe. Et on peut mettre des détecteurs de blocage du moteur. Pour les transports à bande aussi, on a des détections de déport de bande. Ça permet d'éviter que le moteur chauffe ou la bande chauffe et de créer des points chauds. Alors là, on voit bien le petit logo tout à l'heure, le losange sur fond jaune avec écrit EX comme ATEX, c'est bien ça? Tout à fait. Ça, c'est le logo que l'on peut voir sur le matériel certifié ATEX. Voilà, c'est ça. Donc, qui est tout à fait indiqué pour entrer sur les zones ATEX. Tout à fait. Ça, ce matériel-là, il doit être ATEX. Ensuite, dernière étape du processus dans l'analyse du process, on doit réduire les effets de l'explosion. Si on ne peut pas changer la matière, on a travaillé sur l'étanchéité, les défauts d'étanchéité, voilà, si malheureusement il y a encore un risque d'explosion, on doit essayer d'éviter ces effets. Il y a eu toute une présentation ce matin sur ce sujet. On peut dissiper la surpression par des évents d'explosion ou des disques de rupture. On peut aussi éviter que cette explosion se propage d'un élément de process à un autre par des dispositifs d'isolement, des écluses rotatives, on a nommé ça ce matin. Et il y a aussi des dispositifs de suppression chimique. Enfin, une fois qu'on a bien analysé notre process, on peut encore travailler pour réduire la zone, voire la déclasser. Par exemple, si on prend un process qui va générer de la poussière, le process génère de la poussière, donc potentiellement on est en zone 0 ou en zone 1. Si on met un dépoussiérage, finalement, en fonctionnement normal, on n'a pas d'ATEX. Mais en cas de dysfonctionnement de la ventilation, on est en zone 22. Si par contre on met une boucle d'asservissement entre le dépoussiérage et le process, c'est-à-dire que dès qu'il y a un dysfonctionnement sur le dépoussiérage, ça arrête le process, et en fin de compte, on n'a jamais de création d'ATEX. Et là, on peut jusqu'à déclasser l'installation si on met en place toutes ces mesures.
Donc 0,20, il faut rappeler que latex est permanente. 1,21, elle est occasionnelle en fonctionnement normal. Et 2,22, on a vraiment une latex qu'en cas d'un dysfonctionnement prévisible. Tout à fait. Donc on a intérêt à aller vers les nombres les plus élevés, si je puis dire. Voilà, on essaie de retirer la latex de la meilleure façon possible. Pour des liquides inflammables, bon, on va travailler essentiellement sur la rétention et éviter, parce que sur un liquide inflammable, ça va être surtout un produit qui peut se répandre au niveau du sol quand on est en classe 2, de façon accidentelle. Et là, on va essayer de travailler sur la rétention pour pouvoir réduire au maximum cet épandage et le canaliser dans une rétention. Comme ça, dans ces conditions, même en cas d'accident, il va y avoir très peu de vapeurs qui vont se propager et donc créer de très très faibles latex. Pour tout ce qui est canalisation gaz, une approche pour essayer de traiter les dysfonctionnements potentiels, c'est-à-dire les fuites, ça va être de mettre des détecteurs de gaz près des endroits pour lesquels on a régulièrement des fuites. Donc, si on met un détecteur de gaz avec un asservissement sur le process, on peut, dès qu'on détecte, arrêter le process et donc éviter la création d'une trop grosse zone latex. Voilà. Donc là, je viens d'illustrer différents exemples pour aller encore plus loin sur le process et donc essayer de déclasser, supprimer la zone 2. Dernière partie de dernier slide de cette partie, c'est plus un rappel. Dans le fonctionnement normal, il faut bien évidemment prévoir toutes les phases transitoires, qui sont les phases de démarrage, d'arrêt, où les paramètres sont différents du fonctionnement normal et qui doivent être pris en compte dans l'évaluation de risque. Démarrage, arrêt, nettoyage, intervention de la maintenance. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de cette présentation qui concerne la maintenance des équipements et des locaux. Donc, la première partie, on a vu tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et la deuxième partie, ça va être toutes les opérations de maintenance pour s'assurer que ça marche aujourd'hui, mais ça continuera à fonctionner dans le temps. Donc j'ai précisé dans cette diapo l'ensemble des vérifications potentielles qu'on doit mettre en œuvre pour s'assurer que toutes les mesures qu'on a mises en place pour réduire ou déclasser le risque latex soient maintenues dans le temps. Donc ça va être par exemple la surveillance des systèmes instrumentés, par exemple tout ce qui est capteur de température, de pression qui permettent de piloter le process, ça doit être revu régulièrement, les détections d'étincelles, les systèmes de surveillance, que ce soit pour la ventilation ou l'énertage, les évents et autres. Je ne vais pas tous les nommer. On doit aussi assurer une maintenance et un suivi des locaux. Par exemple, quand on a un process qui génère des poussières, on doit éviter d'avoir... On a l'habitude de dire qu'il ne faut pas avoir plus d'1 millimètre d'épaisseur au niveau du sol. Tout simplement parce que quand on dépasse 1 mm de poussière au niveau du sol, il suffit qu'il y ait le moindre coup de vent, ça remet en suspension les poussières et c'est suffisant pour créer une latex. Donc l'entreprise doit trouver la bonne fréquence de nettoyage pour ne pas dépasser ces fameux 1 mm d'épaisseur. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça va vraiment dépendre du process. Autre point important, dans les milieux empoussiérés, on est vigilant sur le nettoyage des capots de moteur. Les capots de moteur sont des surfaces qui chauffent plus que les autres. Et donc, en cas de dépôt de poussière sur ces capots, la chaleur peut s'accumuler sur ce dépôt et être une source d'inflammation. Voilà, donc c'est un des points qu'il faut intégrer dans la maintenance, le nettoyage des locaux. On est vigilant aussi, en cas d'intervention de la maintenance en zone latex, de faire des permis-feu ou des plans de prévention. On peut aussi faire des vérifications des installations, par exemple des raccords. Une simple vérification visuelle régulière permet de s'assurer si la canalisation n'est pas trop corrodée, si elle n'est pas abîmée, voilà, si on n'entend pas des bruits de fuite, en fait. Et tout dernier point, on l'a vu tout à l'heure, on doit assurer une mise à la terre de tous les équipements métalliques. Donc il y a une mise à la terre et l'équipotentialité, donc on peut faire un contrôle visuel
que tout est bien en place, mais on peut aussi, et c'est très important, de le mesurer. Avec un ohmmètre, vous pouvez mesurer si toute la chaîne est mise à la terre. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des nattes qui se corrodent, qui se desserrent, voire certaines opérations de maintenance qui se font, on remet la pièce et on oublie de raccrocher les nattes. Donc c'est des points importants à vérifier régulièrement. Enfin, pour terminer, je rappelle, comme je l'ai précisé dans ma première présentation, la maintenance des équipements ATEX doit être réalisée par des personnes compétentes et ces compétences font l'objet de certifications. Toute dernière partie et en guise de conclusion, la pérennité des mesures de sécurité. Et donc là, je fais un lien avec la présentation que j'ai faite ce matin sur le DRPC. Pour pouvoir être sûr que toutes les mesures de sécurité soient maintenues dans le temps, on doit revoir le DRPC à chaque modification du procédé, à chaque modification des substances et au moins une fois par an, parce que le DRPC fait partie du document unique. Le DRPC, on peut rappeler, hein, c'est ce que c'est. Document relatif à la protection contre les explosions. Voilà. Il est important également de former et de sensibiliser le personnel, avoir des formations adaptées à chaque population, les opérateurs de production ou de maintenance. Et pour terminer, il est vraiment important de renseigner tous les incidents, tous les accidents qui se sont déroulés dans l'entreprise et les analyser au travers du DRPCE. Parce que c'est vraiment ce retour d'expérience qui va permettre d'affiner l'évaluation du risque et d'améliorer la gestion du procédé. Voilà. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Michael Stouvenel. On va continuer avec vos questions. Vous en avez beaucoup posé. Vous pouvez continuer à le faire avec le bouton qui se trouve en dessous de moi. Il y a un petit bouton qui s'intitule « Questions ». Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Par exemple, celle-ci. Quelle marge de sécurité devons-nous prendre vis-à-vis du point éclair pour considérer qu'il n'y a pas de risque ATEX? Par exemple, si la température ambiante doit être inférieure de 10 degrés ou 15 degrés, 20 degrés par rapport au point d'éclair? Il faut prendre une marge suffisante. Enfin, on ne peut pas se permettre d'être juste au niveau du point éclair. Alors, c'est quoi être, pour vous une marge suffisante? C'est quelques degrés, ça suffit? Ah non, c'est 10-15 degrés. Ah, 10-15 degrés. Oui. 10-15 degrés, là, on a davantage de certitude. Tout à fait. Parfait. Alors, cette personne a une cabine de peinture. Elle voudrait déclasser cette zone ATEX. L'idée, c'est de remplacer la peinture inflammable par des peintures à l'eau. Écoutez, c'est une très bonne idée, puisque de toute façon, si votre substance, si votre peinture à l'eau ne génère pas du tout de vapeur, il n'y a plus du tout de risque ATEX. Parfait. Quelqu'un qui vous demande, quand on met une aspiration au-dessus d'un bac contenu un produit inflammable, est-ce qu'on peut dire que la zone ATEX est supprimée? Alors, si vous mettez la ventilation au-dessus du bac, vous retirez, vous n'êtes plus en zone 0, ni en zone 1, puisque vous aspirez en permanence les vapeurs, au niveau du bac. Hein. Par contre, il va falloir étudier l'intérieur de la canalisation, qui, elle, c'est un mélange des vapeurs et de l'air. Il faut s'assurer que la concentration est suffisante, enfin que les vapeurs sont suffisamment diluées pour ne pas créer d'ATEX à l'intérieur de la canalisation. En fait, il ne faudrait pas déporter le risque. D'accord. Et donc, sous certaines conditions, ce serait éventuellement possible. Mais c'est envisageable. Si vous avez suffisamment de tirage, vous pouvez aller jusqu'à déclasser la zone. On peut aller jusqu'à déclasser la zone. Et pour rebondir par rapport à ma présentation, vous aspirez, vous avez plus de zone 0 ou de zone 1. Et si vous avez une boucle, enfin, si vous vérifiez le fonctionnement de votre aspiration, vous pouvez aller jusqu'à déclasser. Déclasser, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, hein, mais quand même, gérer une zone ATEX dans son entreprise, c'est quand même très contraignant. Donc si on peut déclasser, autant essayer de le faire, non? Tout à fait. Gérer une zone ATEX, c'est très contraignant et ça coûte très cher. Ah oui. C'est un investissement important, il faut du matériel spécifique, il faut l'entretenir par des personnes compétentes sur ce sujet-là. Alors que finalement, si vous avez mis en place toutes des mesures pour réduire et éviter le risque, déjà ça coûte moins cher et en plus, vous supprimez le risque. Et en plus, il faut avoir un référent ATEX, hein, dans la mesure du possible. Tout à fait. Avoir un référent ATEX au sein même de l'entreprise,
Et donc ça, on n'en aurait plus besoin. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus ce DRPCE, il n'y a plus cette nécessité de réfléchir chaque année. Alors, il faut quand même pouvoir maintenir... en fait, si vous déclassez, c'est que vous avez la compétence et vous avez mis en place des mesures pour ne pas avoir le risque. D'accord, j'ai compris. Donc, quoi qu'il en soit, il vous faut quand même quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et il faut pouvoir formaliser toutes ces mesures que vous avez mises en place et les suivre dans le temps. On revient sur la présentation de ce matin. Il est indispensable de tout formaliser et de suivre ce qui a été mis en place, que vous soyez classé ou déclassé. D'accord. Donc, de toute façon, avoir un référent des RPCE, c'est extrêmement important dans ce cas-là. Voilà, parce que de toute façon, il a fallu déclasser. Donc, ce référent, il était là. Il s'assure que la situation perdure, qu'on peut continuer ce déclassement aussi. Tout à fait. Parfait. D'accord. On vous demande quels sont les outils disponibles pour réaliser des simulations de zonage. Au moment où on conçoit une installation, il y a des outils qui existent? Il y a différents outils, différentes méthodes qui existent pour faire ce dimensionnement. Le plus commun, c'est d'utiliser la norme. Il y a la norme EN 679-10-1 pour les gaz vapeur et -2 pour les poussières, qui permettent d'avoir une bonne idée. Ça permet, en tout cas pour les vapeurs, de dimensionner la latex et d'évaluer la bonne ventilation pour réduire cet latex. Après, il y a d'autres logiciels qui existent. Au sein d'Ineris, on utilise nos propres outils pour affiner au plus le dimensionnement de ces zones. Voilà, il n'y a pas de méthode imposée. Chacun utilise la méthode qu'il veut. C'est au choix de l'entrepreneur.